Donc, autour de la table, Isabelle Bordry, salut Isabelle, bonjour. Fondatrice de Retency, Bruno Maisonnier, bonjour Bruno, fondateur de Another Brain AI, intelligence artificielle, et Luc Breton, salut Luc, bonjour Stéphane, partenaire Mandarina Group et fondateur du Next Gen Entreprise Summit. J'ai un mot sur deux en fait avec l'accent. C'est bien, c'est contextualisé. Mais je crois que c'est un truc important. Un gars m'avait expliqué ça un jour, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais que l'un des sujets des Français ont du mal à s'exprimer en anglais, etc. C'est que justement, il y a une espèce de culte de la bonne accentuation. Et que, de temps en temps, il fallait laisse tomber l'accentuation, concentre-toi sur ce que tu as à dire, sur la bonne grammaire, sur les bons mots, et whatever happens, it doesn't really matter. Voilà. Et une fois, dans un avion, j'étais à côté d'un Texan français installé au Texas depuis 25 ans, who was speaking English exactly like that, et je me suis dit, c'est lui qui a raison. Voilà, je mets ça à votre sagacité, vas-y. Moi, je me dis non, parce que j'ai habité dans pas mal de pays étrangers, du coup, j'ai dû apprendre des langues étrangères, et en fait, si tu apprends à bien prononcer, tu arrives à comprendre ce que les autres disent. Si tu sais pas très bien prononcer, tu as plus de mal à comprendre ce que les autres disent. Donc, il y a une corrélation entre ta capacité de prononcer correctement et ta capacité de comprendre. On est parti sur un débat, là. Non, je parle sur... T'as un bon niveau, si tu veux. Et tu veux vraiment avoir une conversation parfaitement fluide. Et c'est vrai que là, si tu te concentres en plus sur le fait d'avoir le parfait accent, t'exiges un petit peu trop de ton cerveau. Mais voilà. C'est pas ça le sujet. Surtout, ça gâche rien, parce que moi, la première anecdote que j'ai eue aux États-Unis, c'est j'y vais pour le boulot. Je travaillais chez Orange à l'époque, et je me retrouve à la cantine d'une grande boîte, et je passe à la caisse et je paye. Et là, la dame, en train d'enregistrer mon plateau, me dit « Your accent is so cute ». Vous avez un accent si charmant. En plus. Voilà, donc il faut pas essayer de... C'était il y a 15-20 ans, Luc. Merci Stéphane. C'était une époque où tu avais d'autres priorités. Isabelle, tu as un avis là-dessus? Après, je pense que les Américains sont beaucoup plus ouverts que les Anglais, par exemple. Lorsque vous exprimez... par exemple, avec l'accent de la reine en Angleterre, vous êtes quand même beaucoup mieux compris et apprécié que lorsque vous êtes aux États-Unis. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des pays qui sont plus ouverts que d'autres sur ces problématiques-là. Sur ces entrefaits, TF1 M6. Je sais, vraiment, question très ouverte. Je ne sais pas qui. Alors, je vais me lancer avec Isabelle, parce que donc, Isabelle travaille en partie dans le secteur de la pub avec Retency. Mais c'est à cette occasion, d'ailleurs, en regardant un peu tout ce dossier, que je suis tombé sur ce que Retency fait avec Canal+. Ah, ça me fait plaisir. Alors, ça veut dire qu'on communique correctement sur le sujet. Ça veut dire que tu communiques correctement sur le sujet. Enfin, ça veut dire qu'en tout cas, quelqu'un qui, en ce moment, veut savoir... En gros, je vais résumer l'histoire. Je vois, et c'est assez légitime, dans le camp de l'entreprise, des libéraux, etc., des réactions un peu pavloviennes, moi je juge un peu pavloviennes, qui est de dire « il faut laisser les entreprises grossir pour affronter les gens américains ». Bon. Après, je lis l'interview de Benoît Cœuré, président de l'autorité de la concurrence. Je suis résolument en faveur de l'émergence, donc celui qui... Alors, il n'a pas dit non, il n'a pas le pouvoir de dire non, Benoît Cœuré, mais enfin, il leur a dit, écoutez les gars, franchement, on est tous contre. Je suis résolument en faveur de l'émergence de grands groupes français sur la scène internationale, mais pas aux dépens des entreprises et des consommateurs français. Le projet était pertinent d'un point de vue industriel, cela ne fait pas de doute, mais le sujet n'est pas là. Un tel groupe aurait eu un pouvoir de marché excessif sur le territoire national. Les synergies auraient entraîné des hausses de prix pour les annonceurs et les distributeurs. Notre rôle n'est pas de faire de la politique industrielle. Le chiffre qu'avance Benoît Cœuré, c'est 70% du marché de la publicité sur ce qu'on appelle la télévision linéaire, le flux, vous allumez la télé, vous regardez la télé. 70% donc de part de marché sur la publicité linéaire aurait été contrôlé par TF1. Et je pense que c'est ça l'enjeu, c'est-à-dire que pour cibler la population française, les fameuses ménagères de moins de 50 ans, vous devez de les trouver sur des médias qui s'adressent aux Français. Et je pense que TF1 et M6 ont été un peu desservis par la période Covid, où on a vu à l'occasion de cette période-là que la télévision ne perdait absolument pas en part de marché. C'est-à-dire qu'ils maintenaient leur part d'écoute avec des niveaux de part d'audience assez élevés et que donc cette fameuse transformation ou basculement vers le numérique n'était pas complètement là. Et puis après, il y a un autre sujet qui est que l'univers digital est en train de se transformer. C'est-à-dire que la publicité ciblée que l'on pouvait effectivement faire
il y a encore quelques années, on va dire 2 ou 3 ans, n'est plus possible aujourd'hui parce qu'on est sous contrainte d'une transformation des cookies, du ciblage qui est intrinsèque au réseau Internet, qui est en train de complètement se transformer. Et donc aujourd'hui, lorsque vous avez rendez-vous avec des grands annonceurs, par exemple les constructeurs automobiles, les gens du cosmétique, etc., ils vous expliquent que, effectivement, les premiers budgets précédemment étaient sur le digital, mais que maintenant, de plus en plus, ils vont investir de manière prépondérante en télé. Et ça, je pense que c'est un point clé que n'a pas bien argumenté TF1 et M6, Mais il n'est pas argumentable. qui devait être plus sur nous avons besoin de synergie pour mieux acheter en termes de programmes, pour avoir des programmes compétitifs par rapport au Netflix et autres grandes plateformes américaines. Mais quand on voit effectivement leur part d'audience, on se dit qu'en tous les cas, en ce moment, ce n'est pas une nécessité. En tous les cas, c'est ce que... Juste un mot, précision, parce que Oui. j'entends, là, c'est effectivement très intéressant. Le ciblage sur le net est plus compliqué. Oui. Mais moi, ce que j'ai compris de ce que Retency faisait avec Canal+, c'est du ciblage sur la télévision de flux. Alors voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a la télé a la capacité à proposer notamment des mesures de performance et des optimisations de plans médias à peu près équivalentes de ce que l'on faisait sur Internet. Pourquoi et comment ? Parce qu'aujourd'hui, la télé a de la donnée par différentes sources, soit votre box, donc par les opérateurs, soit directement par Samsung, le Téléviseur constructeur connecté, de la absolument. télévision, qui lui aussi peut collecter de la donnée. Donc il y a de la donnée qui permet de comprendre la consommation télé de manière tout à fait déterministe. Et puis en face, vous avez le CRM des marques. Le CRM, c'est-à-dire les bases de données des annonceurs. Et donc, lorsque vous ce qu'on dit matcher les deux, c'est-à-dire comparer ces deux typologies de base, vous pouvez mesurer de manière extrêmement pertinente l'efficacité d'un plan média. Et donc, optimiser une campagne, améliorer son retour sur investissement, etc. Ce qui, jusqu'à présent, était un peu le précaré de l'univers digital, où on arrivait à suivre des coûts d'acquisition de manière extrêmement fine. Oui, mais alors là, j'ai un problème, moi, Isabelle. Je ne sais pas que Samsung récupère mes données quand je regarde la télé et les envoie à Donc des l'enjeu, annonceurs c'est et à la des vie chaînes. privée. Donc l'enjeu, c'est la vie privée. C'est un enjeu absolument majeur, que ce soit sur le digital ou maintenant sur la télé. Et pour résoudre ça, vous avez des sociétés Comme françaises, Retency, notamment européennes, qui développent des outils de protection de la donnée et qui assurent non seulement la confidentialité business de la base de données, parce que les bases de données CRM, annonceurs et de l'autre côté éditeurs ne se mélangent jamais lorsque vous utilisez ce type d'outils. Et en plus, vous protégez complètement l'individu puisque à aucun moment, c'est une transformation mathématique, vous ne saurez si c'est Stéphane ou si c'est moi qui a regardé la télévision à telle heure. d'accord. Donc en fait, La chaîne et l'annonceur est juste informé de sa performance, voilà. mais il n'a pas Mais c'est bien au-delà la de ça. réalité. C'est-à-dire qu'il n'a bien évidemment pas les noms, mais qu'à aucun moment, il n'est possible mathématiquement de déterminer que c'est vous ou moi. D'accord. Donc, ce n'est pas une base de données sans les noms. C'est bien, en Je termes de comprends, protection, tout à c'est fait. bien au-delà de Bien ça. plus intéressant. Et les CNIL européennes, depuis même avant le lancement du RGPD, avaient énoncé des critères extrêmement stricts qui sont en fait, c'est là où le droit se rapproche des maths, qui sont en fait des attaques identifiées par corrélation, inférence, réindividualisation, auxquelles on doit absolument respecter et faire résister si on est dans l'anonymisation dite profonde. Est-ce qu'en réalité, le digital n'a jamais vraiment réussi à faire ? Parce que le digital travaille depuis 15 ans sur du ligne à ligne. Et le digital travaille dans ce qu'on appelle la pseudo-anonymisation et pas dans l'anonymisation profonde. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit que la capacité à optimiser une campagne, à mesurer une performance par les médias traditionnels devient à peu près équivalente à ce que pouvait avoir le digital. Et en plus, on peut le faire mieux avec beaucoup plus de protection. Super intéressant. Chez Orange, lorsque j'étais patron du Technocentre, donc mes équipes ont été les premières au monde à faire ce qui vient d'être décrit, c'est-à-dire la capacité de personnaliser une pub. On a fait ça de mémoire avec Canal et avec M6, je crois. De personnaliser une pub donc sur des groupes d'auditeurs qui étaient segmentés
anonymisée, mais segmentée. Mais anonymisation profonde, comme le décrit. Oui, bon. Non, c'est intéressant. Et quand même, le résultat, c'est que le spectateur ne voit pas les mêmes pubs. Hein. Ouais. C'est-à-dire que si tu n'as pas de chat, la pub de litière pour chat, tu la verras pas. Donc c'est ça le résultat au final. Hein. Et je pense que c'est un résultat qui va satisfaire tous les consommateurs. Enfin, voilà. On est ravis de ne pas voir de pub. Et on n'avait pas pu lancer immédiatement parce qu'il fallait changer la régulation. Tout à fait. Je ne sais pas si depuis ça a été fait. Ça a été fait. Voilà, mais donc ça permet de procéder à cette personnalisation. Après, moi, je pense que le marché, il est pas. Si on regarde juste le marché de la télé, on regarde une partie du sujet, mais en fait, les jeunes ne regardent plus la télé ou de manière totalement différente. Et donc, pour moi, c'est un marché global, numérique, et de ce point de vue-là, la fusion M6-TF1, c'est une rigolade. Je suis désolé Vas-y, je t'en de prie. le dire, mais c'est l'autre aspect, effectivement. C'est mon avis. Et donc, on est en train, comme d'habitude, hein, comme sur le marché des télécoms d'ailleurs, où on se disait, tiens, on n'a pas assez de 3 opérateurs, on va en mettre un 4e, puis on va rajouter des MVNO, puis on va rajouter encore donc, des opérateurs virtuels, etc., jusqu'à bien péter tous les tarifs et rendre tous les acteurs totalement incapables d'investir dans les infrastructures. Mais là, sur la télé, c'est pareil. On regarde des petits acteurs, parce que TF1, M6, ça paraît gros vu de la France, mais c'est des microbes. Ben oui, mais ton marché pertinent, c'est quand même la pub en France. Et le marché pertinent, c'est la pub, mais globale, c'est-à-dire la pub digitale, la pub télé. Si. Non, TF1 et M6, ils sont en France. Peut-être, mais en tout cas, quand moi, mes enfants... À ce moment-là, tu fusionnes. Si tu regardes le marché de la pub mondiale... Mais alors là, tu fusionnes l'ensemble du secteur de la télé, si tu veux, t'en fais plus qu'un. Non, mais regarde, qui aujourd'hui maîtrise la pub en France sur le digital? C'est certainement pas... sur le digital, oui, mais là, on parle de la télé de flux, comme le dit... La télé, elle est devenue digitale, je suis désolé. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on explique, c'est qu'on arrive à personnaliser les pubs, non pas par l'opération du Saint-Esprit, mais parce qu'il y a des box. Oui, mais Luc, les gens continuent à la regarder. Ce avec quoi Isabelle commençait son propos et qui est très important, enfin, non seulement je suis d'accord, mais j'ai les chiffres. Non, l'effondrement de la télé linéaire n'a pas lieu. Je n'ai pas dit qu'il s'effondrait. Voilà. J'ai dit simplement que le remplacement par Netflix, pour l'instant, n'a pas lieu. Mais peut-être. Mais en attendant, il y a des millions de personnes qui regardent YouTube, il y a des millions de personnes qui regardent Netflix, et tout ça, c'est le même marché en réalité. Et décomposer le marché de manière totalement format Pulse, en regardant chaque partie du tableau, c'est une erreur. Et c'est le même marché. Non, mais attends, c'est un marché vu des annonceurs. C'est le marché de consommation. Des spectateurs. Tu as des gens qui regardent la télé, tu as des gens qui regardent jamais la télé. Moi, j'en ai rien à foutre de TF1, M6, mais peu importe, jamais. Parce que qui est en train de manger... Oui, mais c'est des marchés différents quand même. Non, c'est pas des marchés différents, parce que l'adolescent de 15 ans jusqu'au jeune adulte de 25 ans, il regarde plus la télé linéaire. Voilà, donc c'est le même marché, parce qu'avant, il regardait la télé linéaire. Alors, d'abord, il la regarde de temps en temps. Quand il y a des événements, quand il y a un match de foot, quand TF1 fait une série avec Audrey Fleurot, tu te retrouves avec 10 millions de personnes devant la télé. 10 millions de personnes devant la télé linéaire à 21h, comme dans les années 70. Donc, c'est quand même une réalité. Et alors, si tu fusionnes, donc, ça veut dire que tu acceptes tranquillement que les mecs prennent le contrôle du marché publicitaire de la télé linéaire, tu acceptes tranquillement que les prix montent, t'acceptes tranquillement qu'ils dictent leurs lois à l'ensemble des annonceurs, à l'ensemble des produits de grande consommation. Tu peux. Mais aujourd'hui, les vrais concurrents des chaînes de télé, c'est les Amazon, les Google, c'est les GAFAM. Encore une fois, qui est-ce qui achète les matchs de Ligue 1? C'est Amazon. Qui est-ce qui achète les matchs de NBA, de basket, etc. pour les droits français? C'est pas les télés. Elles n'ont plus les moyens de les acheter. Non, c'est qu'elles en veulent pas. Les concurrents de TF1. Désolé, le match du PSG du dimanche soir. Canal+ n'en veut plus. Voilà. Ils ont acheté la F1. Et, enfin bon, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais les concurrents de TF1 et d'M6, c'est Canal+, c'est l'ensemble des chaînes de l'ancien groupe auquel je travaillais. Pour moi, donc on les laisse fusionner pour toi. Il fallait les laisser fusionner. Pour moi, il faut qu'on ait des géants en France, c'est clair. Attends, Bruno, ton point de vue, toi. Moi, je crois que c'est des marchés différents. C'est pas parce que quelqu'un est fournisseur de voitures, de motos, etc., que c'est un marché de la mobilité. Le marché de la moto, c'est pas le même que celui de la voiture, qui est pas le même. Et je pense que c'est pas le même marché, même si les concurrents des opérateurs télé, c'est des contenus les GAFA et les autres, le marché de ceux qui regardent la télé est pas le même que le marché de ceux qui regardent jamais la télé. Il y a des marchés différents. Isabelle ? Et puis après, il y a des objectifs de marque différents.
quand vous voulez travailler votre image de marque de manière massive, vous investissez en télé. Quand vous voulez lancer un produit, vous investissez en télé. Encore maintenant. Et donc, en fait, tout ça est assez complémentaire. Et on ne peut pas dire que le fait de fusionner aurait permis une révolution ou un avantage cumulé pour, d'un côté, les producteurs et de l'autre côté, les annonceurs. Je pense que c'est effectivement des marchés et des segments différents qui sont utilisés par les équipes marketing de manière différente. Et donc, chacun, finalement, a sa place. Et je crois qu'effectivement, il y a une pression très forte des annonceurs, un lobby très fort des annonceurs, pour que cette fusion ne se fasse pas. Mais bien sûr, pour élargir l'inventaire. Ce que tu fais toi aussi d'ailleurs, grâce à Retency, pour élargir l'inventaire et ça c'était alors une des grandes batailles d'Alain Veil que j'ai toujours trouvé très intéressante. C'est-à-dire, il faut au contraire laisser vivre. Si on croit à la publicité. Et si on croit que la publicité est un vecteur de croissance, peut pousser l'innovation, etc., il faut effectivement descendre le seuil d'entrée, non pas le monter, pour permettre à des tas d'entreprises d'avoir accès à la télévision. C'est le débat. Plus on personnalise la pub, plus c'est faisable. Tout à fait, c'est deux mouvements parallèles. Donc c'est pas contradictoire. Simplement, moi je dis, et je termine là-dessus, que le marché tel que vous le décrivez, c'est une partie d'un marché plus gros qui n'est pas sur lesquels il n'y a pas de frontière. Le nuage de Tchernobyl ne s'arrête pas à la frontière. Et donc les consommateurs, ils consomment des contenus numériques de plus en plus en asynchrone et pas en linéaire. Et cette miscibilité des marchés, c'est une réalité. Et si on ne la prend pas en compte, on fait des calculs court terme sur des marchés, des petits marchés. Et moi, je vous renvoie, mais je pense qu'il faut que je trouve le temps de la rediffuser, en fait, sur la formidable interview de Thomas Philippon, donc l'économiste français qui travaille aux États-Unis et qui a vraiment mesuré, le bouquin est absolument passionnant, les dégâts, justement, notamment sur le secteur des télécoms aux États-Unis, du fait d'avoir laissé grossir beaucoup trop des entreprises sur leur marché, et les entreprises qui grossissent trop s'endorment, mettent la pression sur le consommateur, mettent la pression sur l'ensemble du secteur et assassinent la concurrence. Bon, mais voilà, c'est un bon débat. Ce qui nous amène bien à l'indépendance numérique. Alors là, pour le coup, c'est un truc que j'avais gardé depuis... donc tu as écrit un point de vue dans Acteurs Publics avec 5 autres entrepreneurs, c'est ça, hein, Luc ? Oui, absolument. Oui. Donc pour essayer de renforcer, on va dire, un cloud européen, hein, globalement c'est ça, suivi ou précédé par, c'était une interview de Thomas Reynaud dans Le Monde, donc le directeur général de Free, où il y avait un chiffre qui m'avait impressionné, je ne sais pas si on va voir d'ailleurs le petit extrait, 75% du marché des entreprises et des administrations n'a pas encore basculé dans le cloud, dit Thomas Reynaud. Et donc, il dit un petit peu comme toi, la commande publique est un moteur très très important. Là où il ne dit pas comme toi, mais il doit le penser très fort, parce que ça a été quand même la méthode de Xavier Niel, et avant lui de pas mal d'entrepreneurs, toi tu dis, mais... il y a plein de freins légaux, juridiques, au fait qu'on réserve 50% de la commande publique à des offres de cloud européennes. Eh bien, on s'en fout. Faisons un bras d'honneur à l'ensemble de ces règlements. C'est ça, hein, ton point de vue, Luc ? Oui, absolument. Alors, on est tout un ensemble d'entrepreneurs à penser ça au sein d'IT 50+, ou de Play France. Et ce qu'on dit, c'est, voilà... le Safe Harbor ou le Privacy Shield ont été des aberrations en Europe pendant 22 ans, ont été illégaux pendant 22 ans, et heureusement qu'il y a Schrems qui c'est un activiste autrichien. Soyons pas trop techniques quand même, laissons tout ça de côté, mais essaye de... Parce que l'enjeu, il ne faut pas qu'il soit technique, justement. C'était des règles qui permettaient aux Américains d'imposer leurs lois sur des utilisations de logiciels par des acteurs européens, tout simplement. Ça a été rendu illégal très, très dernièrement. Absolument. Et ça a duré quand même 22 ans. Donc si on se disait à partir d'aujourd'hui, on se donne 22 ans pour... Avant que la Commission européenne ne sanctionne... Avant que la fumée blanche sorte de la Commission européenne et rende
légal, ce qu'on va décider tout de suite, pour permettre justement à la commande publique d'orienter 50%, c'est quand même pas la mer à boire, on ne demande pas 95%, on n'est pas des protectionnistes, mais 50%, ce que font largement depuis toujours les États-Unis, les Chinois, enfin toutes les sociétés. 50% de la commande publique à l'échelle européenne, toi tu dis. Hein. Bien sûr, Ouais. vers des acteurs continentaux. Ben là, on va voir émerger des champions européens du numérique. Alors ça, c'est une des façons de faire. La plus simple, c'est de ne rien faire. C'est juste de le faire. On le fait. Voilà, c'est ça. Et on arrête de voir des politiciens nous dire, mais vous savez, on est d'accord avec vous, hein, mais juste on ne peut pas le faire. Bien sûr. Bah si, faites-le, et puis on verra plus tard comment ça se règle devant les tribunaux, la Cour de justice, etc. Comme ça qu'on a fait Airbus. Alors ça, c'est la manière la plus simple de le faire, et c'est à la limite ce qu'on préconise. Ça demande 0 temps, zéro moyen. Après, il y en a 5 autres qu'on distingue dans ce papier. On peut travailler sur l'exception culturelle, parce que finalement, un soft, c'est une œuvre mathématique. On peut travailler sur le crédit d'impôt, on peut travailler sur des certificats blancs, on peut travailler sur la sécurité nationale, parce que finalement, savoir que le cloud de nos institutions, de nos entreprises stratégiques est sous la vue des puissances étrangères, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est quand même pas très rassurant. On voit ce que ça peut se donner. Oui, mais à l'échelle européenne, je trouve effectivement basculer dans l'illégalité me paraît le plus simple, quoi. Parce que tu le fais exactement comme tu dis. Tu le fais. Tu ne demandes rien à personne. Tu n'as pas besoin de... Tu le fais. Et puis sinon, on avait aussi évoqué le Small Business Act. Bon, bref, on a développé dans cet article 6 moyens d'y aller, mais en fait, le plus simple est celui par lequel on a commencé. Donc maintenant, ce qu'on dit, c'est juste faisons-le, quoi. Voilà, just do it. Hein. Bruno ? Forcément, je suis tellement d'accord. Moi, je vis dans le domaine de l'IA en ce moment. C'était vrai de la robotique avant, où des tas de gens ont peur. Et donc, parce que des tas de gens ont peur, on met des tas de règles. Et donc, pour protéger les consommateurs européens, pour protéger la culture, pour protéger, etc., on met des comités éthiques, on met des règles partout. Et moi, à chaque fois, j'ai cette image en tête de quelqu'un qui fait du ski nautique derrière un hors-bord qui est tiré par Amazon ou par je ne sais pas qui. Et puis, notre but, c'est d'essayer d'orienter le hors-bord. Faisons des hors-bords. Et donc, aidons à l'émergence de hors-bords européens dans ce domaine ou dans un autre. Et la commande publique, c'est une très bonne façon pour ça. Et c'est surréaliste de voir ce qui se passe, quoi. Alors, Isabelle, je vais te laisser réagir, mais je vais juste me faire le porte-parole de mon cher ami Guy Mamoumani, qui viendra nous voir d'ailleurs la semaine prochaine, on en reparlera. Il dit, vous êtes gentils les gars, ça marche pas. Qu'est-ce qui marche pas ? Ça marche pas, c'est-à-dire, alors on reparlera de nos données de santé qui sont hébergées par Microsoft, et Guy, qui donc dirige une des ESN importantes en France, qui a effectivement participé au projet, dit il n'y a pas d'offre européenne qui permette d'avoir cette efficacité. Et je suis, alors... Bidon, vient de dire. Complètement bidon. Vas-y Isabelle, vas-y. On peut en débattre. Mais effectivement, aujourd'hui, je pense que votre démarche est la bonne. Et oui, il faut effectivement que les institutions publiques, etc., aient une préférence pour les entreprises européennes. C'est absolument essentiel. Et il faut arriver à le formaliser d'une manière ou d'une autre. La seule chose, c'est que si ça fait 22 ans qu'il n'y a effectivement pas un grand du cloud qui a émergé, ou qui n'a pas été repéré ou en tous les cas acheté par les institutions publiques, c'est peut-être parce qu'on n'avait pas le niveau. Et donc je pense qu'il faut séparer 2 choses. C'est l'efficacité des entreprises, leur capacité à répondre à un besoin, et le fait que les organismes publics flèchent de manière obligatoire un achat absolument spécifique en Europe. Parce que sinon, je trouve que... on va arriver à des entreprises qui, certes, seront subventionnées, mais ne seront pas forcément aussi efficaces. Pas subventionnées. Pardon. La commande, ça n'a rien à voir avec la subvention. Qui auront des commandes spécifiques, mais qui auront été choisies par défaut et qui ne seront pas aussi efficaces. Et donc, pour faire ça, je pense que, mon point de vue, c'est de dire, oui, effectivement, il faut faire en sorte que lorsqu'il y a des grands appels d'offres, il y ait un certain niveau de préférence européenne. Mais il faut, en parallèle, que l'Europe investisse en R&D de manière massive pour qu'effectivement, on arrive à produire en intégrant des contraintes européennes, parce que je pense que c'est fondamental de ne pas faire uniquement des MeToo américains. Je pense qu'on a un rôle à jouer sur la protection de la donnée, etc. Et donc, pour ça, il faut investir.
Donc il faut investir en R&D de manière massive, et c'est ce qu'avait commencé à faire Macron, et j'espère qu'il va continuer. Et il faut que l'Europe le fasse. Mais il faut investir avec des obligations de rentabilité, d'efficacité, etc. Et puis de l'autre côté, il faut qu'il y ait effectivement une attention particulière aux entreprises européennes. Mais le fait qu'il y ait une obligation peut nous mettre à un moment donné dans une difficulté qui est que les entreprises publiques ne sont pas aussi efficaces qu'elles ne devraient l'être. Et c'est, je pense, ce qui s'est passé avec Guy Mamoumani sur le problème de la donnée de santé. C'est ce qu'il dit. Après, sur la donnée de Luc santé, dit que c'est bidon, mais il faudra que je vous mette en face, en fait. La donnée de santé, je vous déposerai les flingues au milieu de la table. Si vous avez une seconde, pourquoi Guy dit ça ? Parce qu'il est patron d'une ESN, et les ESN, elles sont biberonnées précisément par les géants américains. Donc elles ne vont pas se planter des balles dans le pied. Après, il peut avoir un sens de l'intérêt général. C'est tout à fait évident. Enfin, il est responsable d'un syndicat. Voilà, s'il y a un gars qui a un sens de l'intérêt général, c'est lui. Et il est allé vraiment jusqu'au bout. La force des ESN. Moi, c'est pas Pardon, ça mon Luc. argument. Attends, je te laisse. Mais la force des ESN, c'est d'être agnostique. Lui, il s'en fout, il est intégrateur. Il intègre Microsoft. S'il doit intégrer un autre provider, il intégrera un autre provider. Il intègre celui qui le paye le mieux, et c'est bien naturel. Moi, je crois que c'est une question d'horizon de temps. C'est-à-dire, si on dit aujourd'hui, je veux que les acteurs européens soient au même niveau, c'est-à-dire, c'est pas le cas. Non, c'est vrai, mais la question c'est, si je veux qu'ils le deviennent un jour, il faut peut-être que j'accepte cette phase transitoire pendant laquelle je leur prive. Oui, mais si je leur réserve des marchés, des investisseurs vont investir sur eux parce qu'ils vont trouver des débouchés, etc. C'est le serpent qui se mord la queue. En fait, moi j'ai l'impression, et je peux le dire parce que je suis une femme, c'est un peu comme les quotas de femmes. Oui, je pensais à ça. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on vous appelle, on ne sait plus si on vous appelle parce que vous êtes une femme ou parce que vous méritez. N'empêche que ça a fait bouger les lignes, Isabelle. Je suis d'accord. Que ça a fait bouger les lignes. Ça a fait bouger les lignes. Que tu as une femme à la tête d'Orange, que tu as une femme à la tête de Veolia, que tu as une femme à la tête de Engie. Absolument. C'est spectaculaire. Mais il faut le faire de manière raisonnable. C'est-à-dire qu'il faut que alors moi je ne me rends pas compte des 50%, 25%. Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait une obligation systématique. Je pense qu'il faut d'un côté investir en R&D et de l'autre côté qu'il y ait une préférence européenne. Non, mais on s'est bien échangé les arguments. Oui. On n'a qu'une heure quand même. Hein. Non, j'ai juste un truc quand même, Bruno, sur tes histoires d'intelligence artificielle. L'idée qu'on réfléchisse avec des garde-fous et des règles, je ne sais pas si je suis contre. Mais on en reparlera la prochaine fois. Aujourd'hui, tu as 19 millions de Français qui utilisent tous les jours les IA d'Amazon, Alexa, Siri, etc. 19 millions de Français. Donc pendant ce temps, on peut faire des réflexions, etc. De fait, bon argument. De fait, au quotidien, c'est fait par les GAFA. On marque une pause.